Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Tu es sur la chaîne Mon Cercle Vertueux. Je suis Cindy Sunkist, fondatrice de la méthode FODAF. Je transmets cette méthode dans le club Mon Cercle Vertueux, le FODAF Lab, et on pilote l'écosystème financier qu'on met en place grâce à cette méthode à travers une application qui s'appelle fodaf.io et qui permet de centraliser ces différents comptes courants, comptes épargne avec tout le prévisionnel qu'on va mettre en place selon les principes du système de gestion FODAF. Et tout ça, ça nous permet de piloter notre écosystème de manière fun, ludique et avec un outil qui est complètement adapté à l'écosystème lui-même et donc aux particularités de ce dernier. Voilà pour les présentations. Aujourd'hui, je voulais vraiment t'apporter un insight sur la façon dont on pouvait développer des activités complémentaires en partant de son histoire, son parcours, ses expériences et en utilisant tout ça pour créer une méthode qui nous est propre et qui nous a permis d'atteindre l'objectif. Pour moi, c'est la meilleure façon finalement d'apporter de la valeur en partant de vraiment ce qu'on sait faire. Pourquoi j'ai voulu faire cet épisode? Parce que je me suis rendu compte que quand on veut développer une activité complémentaire, que moi j'appelle side business, eh bien on a tendance à soit regarder un peu ce qui se fait, essayer de faire pareil, soit s'inspirer, parfois même un peu trop, n'est-ce pas, de ce qui a l'air de fonctionner chez le voisin pour pouvoir en faire la même chose, soit aller sur des produits, des offres, une offre digitale qui nous paraît simple à mettre en place, et qui finalement ne trouve pas acheteur parce que c'est beaucoup trop simplet, c'est beaucoup trop généraliste et finalement ça vient nourrir cette croyance limitante qui est que nous on n'a pas d'idée, nous on ne sait pas quoi vendre et on va pas y aller parce que quand on commence à le faire, on n'a pas de clients. Donc voilà, donc j'ai vraiment voulu te faire cet épisode parce que je sais que ça peut t'aider et je suis convaincue que chaque personne sur Terre, s'il arrive à suivre le protocole que je vais te présenter, a quelque chose à apporter à son prochain. Et quand tu fais ça, quand tu apportes de la valeur, eh bien, tu as forcément en monnaie d'échange une augmentation de revenus, en tout cas si tu sais le monétiser. Donc ça, c'est la stratégie de vente, mais on en parlera après. Mais tu as forcément le retour qui est l'argent et donc l'augmentation des revenus que tu vas générer. Avant de rentrer dans la partie purement scolaire où je te présente le protocole, je vais te raconter mon histoire et tu vas voir comment l'histoire que je vais te raconter, elle a construit la méthode FODAF. Et si tu ne connais pas la méthode FODAF, déjà tu peux t'inscrire à mon cours offert, je pose des fondations de mon cercle vertueux, mais tu vas aussi voir à travers cette histoire qu'est-ce qui en ressort et pourquoi la méthode FODAF elle est créée comme telle. Okay? Donc la méthode FODAF, avant qu'on entre dans l'histoire, la méthode FODAF, c'est finalement pour mettre en place l'écosystème financier qui porte le même nom, FODAF. Et cet écosystème, il est fait en 3 piliers. Donc tu as le premier pilier qui est le système de gestion, donc ton organisation financière pour pouvoir assumer tes dépenses du quotidien et dépenser sereinement dans ce qui compte pour toi au-delà des dépenses obligatoires et essentielles. Ça te permet aussi d'être sécurisé financièrement parce que, comme j'aime dire, le budget ne suffit pas. Le budget est utile, mais il ne suffit pas. Et derrière, l'organisation que tu vas mettre en place va t'aider à naviguer à travers les imprévus de la vie tout en gardant le cap vers tes objectifs, tes épargnes, etc. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le fait de générer des revenus complémentaires, et c'est lié du coup à l'épisode qu'on va voir aujourd'hui, revenus complémentaires qui vont nous permettre d'aller alimenter le troisième pilier, qu'est, on l'appelle dans le club et dans la méthode, la machine à revenus passifs. C'est littéralement ton patrimoine qui est constitué dans la méthode FODAF de 3 types d'actifs. Donc, tu as les actifs à effet de levier, donc c'est les investissements immobiliers pour la majorité, qui vont être faits en utilisant le levier bancaire, donc en utilisant la dette. Donc c'est pour ça qu'on dit à effet de levier, parce qu'on va utiliser l'argent de la banque littéralement pour aller chercher des investissements à plusieurs centaines de milliers d'euros, même si nous, on n'a pas cet argent-là dans notre compte bancaire. Deuxième type d'actifs, ce sont les actifs à cash flow. C'est les actifs littéralement qui génèrent de manière récurrente des revenus dits passifs. Et enfin, le troisième type d'actifs, ce sont les actifs patrimoniaux. C'est de l'argent, c'est du cash finalement qu'on va immobiliser dans des actifs qui vont nous protéger généralement de l'inflation et qui vont même parfois prendre plus de valeur, plus rapidement en tout cas, que ce que coûte l'inflation chaque année. Voilà dans les grandes lignes ce qu'est l'écosystème financier FODAF. On revient sur le deuxième pilier que sont les revenus complémentaires issus d'un side business en ligne pour la méthode FODAF.
Comme je t'expliquais en début de cette vidéo, pour moi, la meilleure façon d'apporter de la valeur et donc de générer du gros cash, eh bien, c'est de se baser sur son parcours, son histoire, pour pouvoir mettre en place une méthode qui va nous permettre elle-même d'aller atteindre un objectif. C'est exactement ce que j'ai fait pour chacun de mes side business. Mis à part le business dans le prêt-à-porter, parce que c'était des produits physiques. Mais par contre, pour les autres side business que j'ai eus, notamment le fitness et le business principal que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de transmettre ma méthode FODAF, eh bien, je suis partie de mon histoire et j'ai pris de la hauteur pour savoir comment j'étais arrivée à l'objectif que je veux aider mes clients à atteindre. Pour te refaire un peu la genèse, quand j'ai commencé à faire mes études, littéralement, j'ai voulu travailler en tant qu'éducatrice spécialisée, mais à la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse. Il s'avère que quand j'ai intégré l'école qui me permettrait d'avoir mon diplôme d'éducateur spécialisé pour ensuite aller passer le concours, il s'avère que cette école-là, elle a fermé quelques semaines après la rentrée. Sur le moment, j'étais un peu en panique parce que du coup, je n'avais pas de plan B. Mais aujourd'hui, je sais que c'était une bénédiction. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai fait une année sabbatique en Martinique. Ça a été d'ailleurs l'une de mes meilleures années en Martinique, n'est-ce pas? Ça, c'est un détail. Avec cette année sabbatique, j'ai pu réfléchir finalement à ce que je voulais faire et ce dans quoi je voulais travailler. Donc, je savais que je voulais toujours travailler dans l'économie sociale et solidaire, donc à travers des associations, etc., pour aider l'autre, mais que je voulais aussi mettre à profit mes capacités en termes de gestion. Du coup, je suis partie en France hexagonale après mon année sabbatique pour intégrer une université dans laquelle j'ai préparé un DUT qui me permettait effectivement de travailler dans la gestion, mais uniquement dans l'économie sociale et solidaire. Après ces 2 années, je me suis rendu compte que les perspectives d'évolution, de carrière et même de rémunération n'étaient littéralement pas adaptées à mes standards de vie. Donc, j'ai voulu me réorienter sans perdre mon niveau d'études. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri à Toulouse pour préparer un master en banque et assurance. Et ça, c'est déjà l'un des premiers éléments qui m'ont conduit à créer ma méthode FODAF. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai découvert le milieu bancaire, tout ce qui était important, tout ce qu'un banquier regarde, etc., etc. Donc tout ça, je l'ai vu parce que je me suis formée pour être conseillère professionnelle ou entreprise dans une agence bancaire. Ces 2 années d'études, je les ai faites en alternance. La première année, je l'ai faite dans une banque régionale, CIC. Au siège, je travaillais avec le directeur du marché entreprise et mes missions, c'était littéralement de suivre les performances en termes de vente et de chiffre d'affaires, de suivre les performances des agences entreprises. Et pour faire ça, j'utilisais des reportings qui étaient réalisés par un service contrôle de gestion. Et je suis littéralement tombée en amour avec ce métier. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était l'un des métiers qui permettait de voir comment on pouvait atteindre des objectifs ambitieux de la direction en utilisant les chiffres. Les chiffres pour le côté finance, mais aussi les chiffres pour mesurer la performance et la façon dont on a pu livrer le service ou le produit au client. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle les indicateurs opérationnels. Je suis tellement tombée en amour avec ce métier qu'après mon master en banque et assurance, j'ai refait notre spécialisation, donc un autre master pour pouvoir avoir le diplôme d'audit interne et contrôle de gestion. Donc, c'est un master en audit interne et contrôle de gestion que j'ai passé à l'Université de Toulouse. Et ça, c'est déjà le deuxième point fort, le deuxième élément qui m'a permis par la suite de créer ma méthode FODAF. Pourquoi je te dis ça? Parce que pendant cette année d'études-là, j'ai fait 6 mois de cours, puis 6 mois de stage de fin d'études. Mais pendant ces années d'études, j'ai pu découvrir des principes de planification financière, des principes de pilotage que j'ai tout de suite voulu utiliser pour gérer mes propres finances. Effectivement, quand j'ai fait mon stage dans une usine chez Valeo, on va y revenir après, je me suis rendu compte que finalement, piloter un business par les chiffres, c'est comme piloter sa vie de manière générale, parce que notre ressource est la même, c'est l'argent. Et cette ressource, elle va nous permettre de payer nos charges, d'assumer nos charges et d'aller chercher nos objectifs via les plans d'épargne. Et ça nous permet évidemment aussi de dépenser dans ce qui compte pour nous. Et je me suis toujours dit que comme un business, dans notre vie, on a des responsabilités, on a des projets, on a une équipe à gérer, n'est-ce pas? Nos enfants, notre compagnon, notre compagne. Et tout ça, eh bien, qu'on l'organise de manière intentionnelle, comme on le fait en entreprise, ça nous permet d'assurer qu'on va vers ces objectifs qu'on s'est fixés, quel que soit l'objectif. Et c'est donc naturellement que j'ai voulu
appliquer certains principes que j'avais appris en cours et à travers les stages dans ma façon de gérer et d'organiser mes finances. Donc c'est pour ça que je vous fais le parallèle, ok? Après mon master, déjà avant mon master, en 2011, je savais que je voulais partir dans un pays anglophone, non pas en payant une école ou autre, mais plutôt en travaillant pour gagner de l'argent et en étant en immersion pour apprendre l'anglais. Il faut savoir que j'étais très, très complexée par mon niveau d'anglais. Ma sœur parlait déjà très bien et c'est quelque chose qui me complexait quand on partait notamment en voyage parce que déjà, je ne comprenais pas ce que les autres disaient. Mais en plus de ça, j'avais du mal à m'exprimer. Et puis, j'avais des notes vraiment pas terribles en anglais. Donc, j'étais vraiment complexée. Pour autant, j'étais tellement fan à l'époque de la culture américaine, des séries américaines, etc., que mon rêve, c'était de parler l'anglais. Et je me suis dit, au grand mot, les grands moyens, vu que je n'arrive pas à apprendre avec des cours classiques, je vais partir en immersion parce qu'il n'y a que ça qui va me permettre de développer mon niveau d'anglais. Du coup, quand il a fallu faire mon stage de fin d'études, je reviens sur le master en contrôle de gestion et audit interne. Quand il a fallu faire mon stage de fin d'études, je me suis vraiment lancée dans la recherche d'une entreprise qui avait comme politique le fait d'envoyer ces bons stagiaires qui finissaient leurs études, et bien de les envoyer à l'étranger avec un contrat de VIE, donc c'est volontariat international en entreprise. Et donc, quand j'ai fait mes recherches pour le stage, je n'ai postulé que dans des entreprises qui proposaient des VIE. Et pour la petite histoire, j'ai eu une proposition de 2 grandes entreprises, Airbus et Valeo, pour ne pas les citer. Et je me souviens que j'avais fait le choix de Valeo, alors que c'était dans une petite usine du groupe qui était dans un patelin à Mazamet, à 1h30 de Toulouse, où tout le monde se connaît, ou quasiment tout le monde. Et j'ai choisi ce stage, alors que j'aurais pu être chez Airbus au centre-ville de Toulouse. J'ai choisi ce stage parce que je me souviens avoir regardé sur Internet les perspectives d'évolution, notamment pour les VIE, les sièges, les sites qu'ils avaient à l'étranger. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Airbus, la plupart des missions se trouvaient en Allemagne. Et moi, ça ne m'intéressait pas de partir là-bas. Donc, j'ai choisi Valeo parce que pour le coup, Valeo était vraiment partout et envoyait aussi des VIE vraiment partout, dont dans des pays anglophones. Donc, je suis partie faire mon stage de fin d'études à Mazamet. Après, c'est 1 an que j'ai passé là-bas. Donc, j'ai fait 6 mois de stage et ensuite, on m'a renouvelé mon contrat pour rester 6 mois supplémentaires. Eh bien, d'entrée de jeu, j'ai indiqué que je voulais partir à l'étranger. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé plusieurs entretiens et celui qui s'est concrétisé, c'est finalement le VIE à Tokyo. Je sais, Tokyo, c'est pas un pays anglophone, mais je me suis dit que c'était l'occasion de partir à l'étranger et je savais que la langue parlée dans l'entreprise, c'était l'anglais, donc quelque part, j'allais quand même progresser. Et je m'étais mise en tête que j'allais, une fois sur place, intégrer des associations anglophones, donc australiennes, américaines, etc., pour pouvoir me faire des amis anglais. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Quand je suis partie à Tokyo, j'ai intégré des associations qui faisaient des excursions, des rencontres, etc., pour pouvoir littéralement rencontrer des personnes qui parlaient anglais. Je ne voulais absolument pas être avec des Français à l'étranger parce qu'après 2 ans, je serais revenue en France avec un niveau d'anglais toujours égal à 0. Donc, je suis partie là-bas. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça a été le 3e déclic qui m'a ensuite poussé à créer, une fois que j'ai conceptualisé tout ça, poussé à créer la méthode FODAF. Ce déclic, c'est quoi? C'est que je me suis rendu compte qu'avoir un bon revenu ne suffisait pas pour pouvoir vivre selon ces standards. Moi, j'aimais voyager et j'avais un bon salaire, j'avais 24 ans à l'époque, j'avais un bon revenu pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de crédit, etc. Et j'avais de quoi partir en voyage. Cependant, j'avais pas suffisamment de jours pour pouvoir faire tous les voyages que je voulais. Littéralement, la culture du travail et le nombre de congés qu'on est au Japon, c'est pas du tout la même chose que les congés qu'on a en France hexagonale ou en France de manière générale. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait absolument que je génère des revenus complémentaires à mon salaire pour potentiellement, je sais, ça peut paraître dingue à 24 de se dire ça, n'est-ce pas? Mais pour potentiellement prendre un emploi à temps partiel ou partir en congé sans solde si mon congé n'est pas accepté ou si j'ai pas suffisamment de congés, parce que pour moi, c'était essentiel de ne pas dépendre d'un salaire et d'un employeur pour lequel je vais devoir travailler énormément. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu le déclic et que j'ai réfléchi, c'était en 2014-2015, que j'ai réfléchi à lancer des activités complémentaires. Il faut savoir que ça, pareil, j'ai pas inventé non plus les activités complémentaires. Je suis certaine que dans ton entourage, en tout cas si tu es aux Antilles, tu as connu au moins une personne qui faisait un job à côté de son activité principale. On appelle ça jobber pour mettre du beurre dans les épinards, etc. J'ai moi-même vu mes parents le faire
Mon père vendait des enceintes qu'il fabriquait lui-même et qu'il vendait à ses amis musiciens. Et ma mère, elle a vendu des vêtements en faisant des ventes privées, en allant chez les gens, etc. Donc, c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné, ok? Donc, quand j'ai su que je voulais ne pas dépendre de mon employeur, tout de suite, l'idée m'est venue de lancer mon side business. Et je ne voulais pas le faire en physique parce que j'avais littéralement pas le temps de le faire. Donc, je me suis dit que j'allais créer mon activité complémentaire, cette fois-ci sur Internet. L'idée, c'était vraiment de mettre en place un système de vente, donc la boutique en ligne, automatisé, pour que les personnes puissent acheter, même si moi, je ne suis pas disponible. Donc, quand je suis partie à Tokyo en 2014 et que je suis revenue en France hexagonale en 2016, eh bien, j'ai lancé mon activité. D'abord par le blog. Et j'expliquerai pourquoi d'abord le blog, etc. dans un autre épisode. Quand je suis rentrée en France en 2016, je me souviens que je suis partie, donc c'était un peu un an après, parce que du coup, 2016, j'ai commencé le blog qui était relié à ma stratégie, qui était de développer ma boutique en ligne. Et entre-temps, j'ai appris que j'attendais mon premier petit garçon, mon big boy, Jody. Et donc, du coup, j'ai fait 2016, j'étais littéralement enceinte. J'ai accouché décembre 2016. Et en août 2017, je lançais ma boutique en ligne. Donc, en 2017, par hasard, je suis tombée sur un événement. Je pensais que c'était organisé par Robert Kiyosaki, parce que c'était littéralement la grosse promotion. Venez vous former à l'immobilier, c'est offert. C'était dans un superbe hôtel à Marriott dans Paris. Et quand j'arrive, effectivement, ils se sont basés sur les principes du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, mais lui, il n'était pas là. Donc, quand je suis arrivée, c'était vraiment une équipe, je pense commerciale même, qui était là. Donc, on a passé 1 heure durant laquelle, littéralement, les gens nous ont closé. Ils nous ont closé pour 3 jours de bootcamp en présentiel à La Défense, où on nous apprenait à développer, à l'époque, un parc immobilier en Angleterre. Donc, pendant cette heure offerte, j'étais pas encore une grande adepte du business en ligne, donc je ne connaissais pas les techniques de closing. En plus, c'était vraiment un show un peu à l'américaine. Donc, pendant cette heure, à la fin, ils nous ont proposé ces 3 jours de bootcamp pour 1 500 €. Et je les ai pris, ces 3 jours. Je les ai pris. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça a été mon 4e déclic. Pendant ces 3 jours, j'ai découvert comment, grâce à l'investissement immobilier, on pouvait développer des revenus complémentaires qui disaient passifs, même si aujourd'hui je sais que ce n'est pas passif, n'est-ce pas? Les revenus issus de nos investissements locatifs. Donc, ils nous montraient littéralement comment on pouvait développer, si on a un salaire et qu'on avait un emploi qui nous permettait d'aller chercher de la dette à la banque, ben, comment on pouvait développer un parc immobilier pour avoir des revenus complémentaires, mais en plus de ça aussi, un patrimoine qui allait prendre de la valeur avec le temps. Donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit que c'est génial. J'ai un bon poste, parce que quand je suis rentrée en 2016, j'ai oublié de le préciser, ben, j'étais en CDI, en contrôle de gestion. Donc, je me suis dit que j'ai un bon poste, j'ai une activité complémentaire, donc je pourrais constituer un apport, et je vais aller chercher et constituer mon parc immobilier pour avoir d'autres types de revenus et continuer à augmenter et diversifier mes revenus. Après ces 3 jours, j'ai appris pas mal de choses. Mais je me suis rendu compte que c'était aussi 3 jours pour nous closer sur un programme qui était, il me semble à l'époque, à 20 000 $. Et je ne vais pas faire la maline parce que ces 3 jours étaient tellement extra que j'ai réfléchi énormément avant de dire que je ne pouvais pas. Je suis même partie en disant que j'allais réfléchir, que j'allais les contacter pour savoir si je suivais ou pas. Et puis finalement, quand je suis sortie un peu de l'effet FOMO, où on se dit qu'on veut pas rater cette opportunité, etc., eh bien, j'ai finalement dit qu'il était préférable pour moi de, certes, me former à l'immobilier, mais plutôt dans un programme français, parce que c'était en anglais, c'était des Américains, dans un programme français qui me permettrait de développer mon parc immobilier, non pas en Angleterre, mais en France hexagonale. Donc voilà, donc c'est pour ça que je parle de ça, parce que c'était mon déclic qui m'a permis de commencer à me former à l'investissement. 5e déclic, comme j'explique, j'ai intégré un réseau d'investisseurs immobiliers rentables. Et eux, ils disent qu'ils sont rentables aujourd'hui et pas dans 20 ans, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils veulent que c'est vraiment des personnes qui voulaient des investissements et qui ont eu des investissements à cash flow, qui non seulement prenaient de la valeur, mais qui en plus crachaient du cash grâce au loyer et après avoir déduit toutes les charges. Donc, j'ai intégré ce réseau, je me suis formée, j'ai même fait plusieurs visites de biens, etc. Et ça, quand je vous parle de ça, c'était en 2018-2019. C'est à 2018-2019. Et autre chose importante, j'ai appris que j'étais enceinte de mon 2e garçon en mars 2019. Okay? Donc, moi, j'ai fait des visites avec le ventre comme ça, d'immeubles dans différentes villes pour pouvoir me lancer selon ce que j'ai appris dans l'immobilier. Mais plus
les mois passaient, donc j'ai fait plusieurs offres qui étaient refusées, etc. Bref, plus les mois passaient, je rencontrais les personnes du réseau. Ces personnes-là partageaient leur expérience, leurs déboires, leurs victoires, etc. dans le groupe Facebook qu'on avait à l'époque. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pense pas que je vais aimer cette activité parce que là où on nous vendait des revenus passifs, en fait, je me rendais compte que c'était littéralement un business à part entière avec son lot de problématiques à gérer et son lot d'imprévus, d'emmerdes entre guillemets, qui ne me donnait pas du tout envie. Du tout. Donc, j'étais déjà dans cette réflexion-là, mais ce qui m'a littéralement sauvée, c'est l'arrivée du Covid. Parce que l'arrivée du Covid fait que je n'ai pas pu continuer les visites et j'ai pris ce temps d'arrêt pour commencer à réfléchir à comment je pouvais développer des revenus passifs en investissant. Et donc, de fil en aiguille, en me renseignant, je découvre la magie des actions à dividendes. Quand j'ai découvert ce qu'étaient les actions à dividendes, donc pour la petite histoire, les actions à dividendes, c'est littéralement le fait d'investir dans des entreprises qui sont cotées en bourse, donc on investit via la bourse, investir dans des entreprises qui ont dans leur politique le fait de rémunérer chaque année leurs actionnaires. Et c'est ce qu'on appelle le dividende, ok? Donc quand je découvre ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est ce que je veux faire. En fait, je vais utiliser mes revenus complémentaires pour pouvoir investir massivement dans ces entreprises, ce qui va me permettre d'avoir des revenus qui, pour le coup, sont vraiment passifs. Parce que la seule action que j'aurai à faire, c'est investir dans cette entreprise, et chaque année, comme je suis investisseuse, chaque année, elle me versera de l'argent. Donc, j'ai commencé à le faire, je me suis formée dans le domaine, j'ai commencé à investir, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et il y a une chose qui m'avait frappée, c'est qu'effectivement, je suis rentrée dans un monde où certains défendaient le fait d'investir dans des actions à dividendes, d'autres disaient qu'il fallait plutôt se concentrer sur le fait d'acheter au bon prix l'action pour que ça puisse faire de la plus-value et après vivre sur son portefeuille, qu'on allait revendre 4% de son portefeuille chaque année pour ne pas se retrouver à un moment donné à zéro grâce au fait que ça prenne de la valeur. Et la réflexion que j'avais eue à l'époque, c'était que ça m'était égal de savoir combien valait l'action que j'avais achetée. Pourquoi ? Parce que je voyais ça vraiment comme un manguier. Oui, je parle de manguier parce que j'adore les mangues. Comme un manguier que j'avais planté et qui allait me donner des mangues chaque année. Donc, ça m'était égal de savoir combien j'aurais pu revendre ce manguier. Parce que je n'avais, et je n'ai toujours pas d'ailleurs, aucune intention de revendre le manguier vu qu'il était là pour travailler pour moi et me rapporter de l'argent. Donc, je me suis dit qu'entre ces deux stratégies populaires de l'époque, celle qui était plus alignée avec ma vision, c'était littéralement les actions à dividendes. Voilà mon histoire. Et voilà comment a été créée finalement la méthode FODAF. Et comment j'ai fait pour passer de mon histoire, avec tout ce que je vous ai raconté, les anecdotes qui m'ont poussé finalement à avoir mes 3 piliers, et le concept même de la méthode FODAF, bien c'est en suivant le protocole dont je vais te parler tout de suite. Et d'ailleurs, prends des notes, n'hésite pas à enregistrer l'épisode, n'hésite pas à y revenir, parce que c'est littéralement comme ça que je suis sortie du qu'est-ce que je peux enseigner? Je sais que j'ai un bon système de gestion, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je leur enseigne la partie side business, parce que j'ai eu plusieurs side business, ou est-ce que je dois être plutôt focus sur les investissements en bourse? Non, au lieu de chercher quelque chose de spécifique, j'ai vraiment utilisé mon histoire pour pouvoir créer la méthode et l'enseigner ensuite. Le protocole, je l'ai appelé hauteur, parce que pour moi, il faut pouvoir prendre de la hauteur sur son histoire pour ensuite conceptualiser certaines expériences qui vont nous permettre derrière de transmettre ce qu'on a appris de ces expériences selon une feuille de route pour après atteindre un objectif. Okay, c'est vraiment ça l'objectif de cet épisode. Donc le H dans hauteur, c'est pour histoire. L'idée, c'est de noter les temps forts, les expériences de vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'on a eues dans notre vie. Ce que je te propose pour faire cet exercice, c'est de littéralement prendre une feuille ou de le faire en ligne et de faire comme une sorte de grande frise dans laquelle tu vas noter les temps forts que tu as eus dans ta vie. Les études en elles-mêmes, qu'est-ce qui s'est passé, quand tu as obtenu ton diplôme, qu'est-ce que tu as fait ensuite et pourquoi, ton premier emploi, etc., etc. Donc vraiment les temps forts de ta vie. Et pour faire ça, tu vas te poser les questions suivantes. Première question, quels ont été mes plus gros challenges dans ma vie? Tu vas littéralement les lister, non pas pour revenir sur ces mauvais souvenirs, mais pour que tu puisses avoir une liste exhaustive, donc que tu sortes tout ça de ta tête. La deuxième question, c'est quelles ont été mes grandes victoires dans ma vie? À ce stade, tu ne vas pas analyser. Tu vas simplement noter, comme la spectatrice qui regarde un film. Tu vas décrire les différents événements pour ne pas que tu tombes dans quelque chose où tu vas tout de suite mettre ton ressenti
ou ce que tu as vécu à cette époque-là d'un point de vue émotionnel. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre de manière factuelle ce qui s'est passé. Dans mon exemple, on voit que première orientation, c'est dans l'économie sociale et solidaire. Deuxième orientation, banque et assurance. Troisième, je parle de la partie études. Troisième orientation, finance d'entreprise. Ce qui a permis de déboucher un stage de fin d'études en contrôle de gestion dans une usine qui lui a permis de partir à l'étranger à la fin de son stage, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de décrire de manière purement factuelle. Deuxième étape, c'est le A de hauteur et c'est le A pour analyse. Donc tu l'auras compris, c'est le moment pour toi d'analyser tout ce que tu as noté en te posant les questions suivantes. Pour chaque challenge, chaque victoire, tu vas te redemander ce à quoi tu pensais à ce moment-là. Comme tu le vois, je t'ai parlé dans mon histoire du fait que j'étais complexée par l'anglais et que pour moi, la seule solution était de faire une immersion en partant travailler là-bas. Donc, quand j'ai choisi de faire mon stage dans une usine dans le sud-ouest de la France, eh bien, ce que je ressentais, c'était l'excitation à l'idée d'avoir une belle expérience dans ce groupe pour que ce groupe puisse ensuite me permettre de partir, continuer mon expérience professionnelle à l'étranger. Tu vas ensuite te demander quelles étaient tes convictions et croyances à l'époque, si elles ne sont plus, et qui m'ont poussé à passer ce challenge, passer ce milestone, si c'est une grande étape de ta vie, ou atteindre cette victoire. Tu vas ensuite te demander ce que tu faisais concrètement et qu'est-ce qui t'a amené à avancer dans l'expérience que tu as intégrée dans ta frise. La question suivante, c'est est-ce qu'il y a des éléments que j'ai dû changer ou améliorer chez moi pour pouvoir réaliser cet objectif ou traverser ce challenge? Autre question, quelles compétences j'ai développées à travers ce challenge pour atteindre cet objectif ou lors de cette grande étape de ma vie? L'idée ici à cette étape, c'est de finalement identifier les mécanismes qu'on a et qu'on a appliqués dans plusieurs de nos challenges. La troisième étape, c'est le U de hauteur pour universel. L'objectif, c'est que tu puisses sortir les grands principes qui émanent de ton expérience et de l'analyse que tu en as faite pour ne plus que ce soit juste ton histoire, mais finalement un process, un mécanisme qui pourra être réutilisé si on veut atteindre tel objectif que tu auras défini en amont. La première chose qui va t'aider à faire ça, c'est déjà de faire le point sur ce que tu as analysé, les questions que tu as répondues pour chacun des événements, afin de voir si effectivement il y a des mécanismes et des façons de faire qui en ressortent. Une fois que tu as fait le point, tu vas pouvoir ensuite aller sur la quatrième étape, qui est le T de hauteur pour trame. Tu vas littéralement récupérer les 3 premières étapes pour faire ce que j'appelle moi la feuille de route, c'est-à-dire les grandes étapes que je suis pour aller atteindre tel objectif. La 5e étape, c'est le E pour essai. L'idée ici, c'est que tu puisses transmettre à ton entourage, quelqu'un de ton entourage qui correspond à la personne que tu veux aider avec cette méthode, et bien que tu l'aides à suivre cette feuille de route pour voir si effectivement, et valider surtout, si effectivement cette méthode que tu as créée en partant de ton histoire permet à d'autres personnes d'atteindre l'objectif. Et ça, c'est essentiel parce que on peut avoir mis en place des éléments, on peut avoir l'impression d'avoir pris de la hauteur pour créer et conceptualiser notre feuille de route, et on peut se rendre compte que en fonction des circonstances de chacun, eh bien finalement, la méthode peut ou pas fonctionner. Donc, il est essentiel d'essayer avec quelqu'un autre que toi, d'essayer cette méthode pour valider qu'elle fonctionne. Le U, c'est pour update. Quand tu as essayé avec quelqu'un d'autre ta feuille de route, tu vas pouvoir observer où il y a des choses que tu dois améliorer pour qu'elles soient beaucoup plus actionnables. Et c'est pour ça que tu as une phase d'update, ok, de mise à jour. Et enfin, on a le R pour ressources. Tu vas ici faire le point sur les différents outils, les différentes ressources que tu as utilisées et que tu peux faire ton client utiliser pour pouvoir atteindre l'objectif et suivre la feuille de route. Et voilà comment en cette étape, tu peux littéralement mettre en place une méthode qui va aider réellement le client, la cible que tu souhaites aider. Et certes, ça peut paraître théorique, ça peut paraître vraiment quelque chose de deep à faire, mais pour moi, c'est ce qui derrière nous permet d'apporter de la vraie valeur et non pas du réchauffé qu'on a vu chez le voisin. Et donc derrière, d'atteindre ces objectifs d'augmentation de revenus, dans ce cadre-là, de revenus automatiques. Si tu as des questions par rapport à ce protocole, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'hésite pas à venir me voir aussi en privé sur Instagram, cindy.sonkiss, pour qu'on puisse échanger sur ce sujet. Et n'hésite pas aussi à partager
à quelqu'un de ton entourage qui cherche à développer potentiellement une activité complémentaire. Allez, je te laisse là pour cet épisode et je te dis à très vite dans le prochain.